Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors donc le contrôle qu'on vient de voir chez l'homme est un phénomène continu. Chez la femme, c'est un phénomène qui est discontinu. D'abord, c'est un phénomène qui est cyclique, qui se déroule donc en 28 jours en moyenne. Et surtout, c'est un phénomène qui est à durée, on va dire, déterminée. Puisque chez l'homme, l'activité sexuelle donc, commence à la puberté, qu'elle soit exocrine ou endocrine, et se poursuit juste avant la mort. Alors que chez la femme, l'activité sexuelle commence à la puberté, est cyclique et s'arrête à ce qu'on appelle la ménopause. Je rappelle qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'équivalent de la ménopause chez l'homme. Donc, chez la femme, la première chose que vous devez retenir ici, c'est que l'activité sexuelle est cyclique. Et quand je parle d'activité sexuelle, c'est l'activité du corps, l'activité interne non contrôlée, qui est évidemment donc, un phénomène discontinu. Maintenant, pour apprendre ces schémas-là aussi avec justesse, il faut évidemment essayer de faire le parallélisme au moins anatomique avec l'homme. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici des cycles. Donc, nous allons terminer, c'est vrai, par un schéma de synthèse de l'ensemble de ces phénomènes. Mais regardez ici les cycles majeurs qui sont au nombre de 4. Le premier cycle, c'est le cycle des hormones hypophysaires. Le deuxième, c'est le cycle ovarien. Le troisième, c'est le cycle des hormones ovariennes. Et le quatrième, c'est le plus connu, celui qui se manifeste de façon visible, puisque les règles, c'est visible, et bien, c'est ce qu'on appelle le cycle utérin. Donc, chez la femme, entre le 1er et le 28e jour d'un cycle, regardez comment évolue la sécrétion de FSH. Je rappelle que les mêmes hormones, avec les mêmes origines, sont également ici le fait du complexe hypothalamo-hypophysaire, avec le noyau arqué, donc les neurones sécréteurs, ici l'hypophyse antérieure et évidemment l'hypophyse postérieure, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tige pituitaire qui relie les deux. Donc, la FSH est sécrétée avec un taux donc, croissant dans la première partie du cycle qu'on appelle la phase folliculaire. Il y a 3 phases. La phase folliculaire, c'est les 14 premiers jours. La phase ovulatoire ou l'ovulation, c'est le 14e jour. Et la phase lutéinique, qu'on appelle également phase post-ovulatoire, c'est du 14e au 28e jour. Le début d'un cycle correspond au premier jour d'apparition de nouvelles règles. Le début d'un cycle chez la femme, c'est-à-dire le jour numéro 1, correspond au premier jour d'apparition des règles. Et ici, pour la LH, on a, comme vous le voyez, la même évolution. Du 1er au 14e jour, le taux de LH augmente. Au 14e jour, le taux de LH augmente encore, mais de façon beaucoup plus brutale et atteint ce qu'on appelle un pic de LH. Dès après le 14e jour, le taux de LH chute, on va l'expliquer plus tard, et redevient donc très faible à l'approche du 28e jour et le cycle se répète donc identique à lui-même, sauf s'il y a une fécondation et une éventuelle grossesse ou bien une perturbation de nature exogène, la prise de pilule. Donc ce cycle, c'est le cycle naturel chez une femme donc, qui est en âge de procréer et qui n'a aucune anomalie dans le fonctionnement de ses appareils. Donc voilà pour le cycle des hormones hypophysaires. Le second cycle, comme vous le voyez, c'est le cycle ovarien. Et dans ce cycle ovarien, vous pouvez voir un follicule se développer, devenir mûr. Au 14e jour, ce follicule se rompt, libère un gamète qu'on appelle ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Ce phénomène est appelé ovulation. Et après l'ovulation, comme vous le voyez, le reste du follicule se transforme en corps jaune. Et le corps jaune donc, diminue de taille jusqu'à dégénérer. Donc ici, remarquez que c'est la FSH surtout
qui stimule la phase folliculaire. Donc, d'ailleurs, d'où le nom. D'ailleurs, le terme FSH est même impropre chez l'homme parce que quand on dit follicle stimulating hormone, c'est l'hormone stimulatrice des follicules. Eh bien, il n'y a pas de follicule techniquement chez l'homme. Donc, mais quand même, c'est la même hormone avec comme cible donc, les cellules sexuelles. Donc, on peut parler ici de parallélisme par rapport au nom, même si le nom est beaucoup plus adéquat chez la femme, pour lequel le F a vraiment son sens, puisque l'hormone folliculostimulante, eh bien, c'est l'hormone qui stimule les follicules. Voilà les follicules chez l'homme. Et comme vous l'avez vu dans le résumé donc, précédent, il y a évidemment des follicules primordial, primaire, secondaire, tertiaire, cavitaire et le follicule mûr qu'on appelle follicule de Graaff. Maintenant, sous l'effet, donc, comme j'ai dit, principalement de la FSH, le follicule se développe rapidement durant les 14 premiers jours, la phase folliculaire d'ailleurs, de son nom, et atteint à quelques jours du 14e jour, donc un follicule qui est de grande taille, rempli de liquide folliculaire, avec un ovocyte donc, qui fait saillie à la surface, et qu'on appelle à la surface de l'ovaire notamment, et qu'on appelle donc un follicule mûr. Au 14e jour, le pic de LH déclenche le phénomène ici de rupture qu'on appelle l'ovulation. Et l'ovulation, ça dépend. Donc, s'il y a fécondation, l'ovule fécondé va emprunter le chemin de l'oviducte pour aller vers le tiers supérieur et plus tard se retrouver, donc, grâce à ce que c'est devenu un œuf, se retrouver dans l'utérus. Alors que s'il n'y a pas fécondation, ce gamète dégénère. Alors, par contre, le follicule, il est formé d'une thèque externe. Il est formé d'une thèque interne. Il contient un antrum, donc une grosse cavité dans laquelle il y a un liquide folliculaire. Et il y a également quelques cellules folliculaires qui forment donc la granulosa et qui entourent en petite partie pour former la corona radiata autour de ce qu'on appelle l'ovocyte. Conséquence, après, quand vous enlevez l'ovocyte qui est au stade d'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 tant qu'il n'y a pas fécondation, le reste du follicule va donner un corps jaune. Je vous informe tous juste que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est la LH qui stimule et l'ovulation et la formation du corps jaune. Et vous comprenez donc que vers le 28e jour, la chute du taux de LH explique la dégénérescence du corps jaune qui n'est plus stimulé et qui va donc disparaître et donner donc un corpus blanca. Donc voilà pour le cycle ovarien, marqué surtout par un événement qui a lieu en son milieu. Cet événement est appelé ovulation et on passe à la suite, donc c'est-à-dire le cycle qu'on qualifie de cycle des hormones ovariennes. Sur 28 jours, nous avons 14 premiers jours où le taux d'œstrogène, comme vous le voyez, est très croissant, élevé, surtout à l'approche du 14e jour. Pourquoi? Parce que dans le follicule tout à l'heure que j'avais décrit, il y a une thèque interne et une thèque externe. C'est la thèque interne qui sécrète les œstrogènes. Donc quand le follicule, c'est un parallélisme intéressant à faire, quand le follicule augmente de taille, la sécrétion d'œstrogène augmente parce que le follicule contient la thèque interne. Quand le follicule se développe, la thèque se développe. Donc c'est tout à fait logique. Au 14e jour, qu'est-ce qui se passe? Le follicule atteint son maximum de développement et se rompt. Arrêt brutal de la sécrétion d'œstrogène, en tout cas ralentissement de la sécrétion d'œstrogène. Là aussi, il y a le corps jaune qui va prendre le relais en sécrétant une autre hormone qu'on appelle la progestérone, qui fait partie de la famille des progestagènes, au même titre ici que les œstrogènes qui font partie, qui comprennent l'estradiol, l'estrone et l'estriol. Au 14e jour, qu'est-ce qu'on remarque? C'est l'inverse. Le taux de progestérone qui était quasiment ici insignifiant avant le 14e jour augmente et atteint un grand nombre aux alentours une grande quantité aux alentours du 21e jour et puis commence à chuter. Là aussi c'est logique, c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Quand le corps jaune se développe, la sécrétion de progestérone augmente ou progestagène. Quand le corps jaune commence à dégénérer, eh bien, la sécrétion d'œstrogène chute. Et c'est cette chute qui va marquer la fin d'un cycle et le début du cycle suivant. Voilà ce qu'on appelle donc le cycle des hormones ovariennes qui, comme vous le voyez,
a une certaine synchronisation. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il vous donne sur les 28e jours les événements relatifs les uns par rapport aux autres. Le dernier événement ici, c'est le cycle utérin. C'est le cycle le plus explicite parce qu'à la puberté, l'un des événements majeurs, c'est la libération ici, enfin la présence de les pertes sanguines, donc on appelle les règles ou menstruations. Et ici, ici, retenez que pour comprendre le cycle utérin, il faut connaître l'utérus. Justement, l'utérus est une poche comprenant deux couches. Une couche qu'on appelle l'endomètre et une couche qu'on appelle le myomètre. Le myomètre est musculaire. Le myomètre est musculaire. Alors, myo, comme myocarde, comme, n'est-ce pas, muscle. Par contre, l'endomètre est beaucoup plus glandulaire et a une épaisseur beaucoup plus faible au premier jour. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors que l'endomètre se développe en termes d'épaisseur sous l'effet des œstrogènes d'abord, puis combiné de la progestérone, l'endomètre augmente d'épaisseur régulièrement, passant de 1 mm à 5 mm pratiquement à la fin du cycle folliculaire, de la phase folliculaire. Et on a, comme je dis, après les menstruations, une régénération de l'endomètre. Et après le 14e jour, avec la progestérone qui entre en action, l'endomètre devient davantage plus épaisse avec une forme dentélisée, donc on appelle la dentelle utérine. Et puis, ça, c'est pour préparer évidemment l'arrivée éventuelle d'un embryon. Et puis, vers le 28e jour, en fin de cycle, si les taux de progestérone et d'œstrogène chutent suite à la dégénérescence, n'est-ce pas, du corps jaune, eh bien, on observe que la partie de l'endomètre qui s'était développée n'est plus entretenue. Conséquence, il y a la dégradation, la desquamation de l'utérus qui va entraîner donc une rupture des vaisseaux sanguins qui s'étaient développés pour approvisionner le surplus de cellules endométriques. La conséquence, c'est l'écoulement sanguin qu'on appelle règles. Donc, le déclenchement des règles est un phénomène purement hormonal. Alors, à côté de ça, il y a, si vous regardez les parties droites, donc des éléments importants ici qui concernent le rétrocontrôle. Dans le rétrocontrôle, il faut distinguer 3 phases. Durant les 14 premiers jours, le taux d'œstrogène assez faible exerce un rétrocontrôle négatif. Donc, ce qui explique les taux de FSH. Qu'est-ce qui se passe à l'approche du 14e jour? Le taux d'œstrogène est maximal. C'est ça qui inverse le rétrocontrôle qui devient positif. Un rétrocontrôle positif peut être résumé en un mot, stimulation. Rétrocontrôle négatif peut être résumé en un mot, inhibition. Conséquence donc du taux élevé d'œstrogène à l'approche du 14e jour, une stimulation du complexe hypothalamo-hypophysaire qui se manifeste entre autres par un taux de FSH élevé, mais surtout un taux de LH beaucoup plus élevé, appelé pic de LH. C'est ce pic de LH qui va déclencher ce phénomène qu'on appelle l'ovulation et ses conséquences, c'est-à-dire la sécrétion de progestérone, la dentélisation, et puis à la fin, grâce justement à la dégénérescence du corps jaune, la présence donc des règles qui sont dues donc à le décapage qui va avoir lieu sur les centimètres qui se sont ajoutés sur l'épaisseur de l'endomètre et qu'on appelle, n'est-ce pas, les règles ou menstrues. Donc voilà ce que j'ai résumé ici en synchronisme du cycle sexuel chez la femme. www.suividecolosénégal.com